Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le Soudan du Sud toujours dans l'impasse. Les négociations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar se sont soldées par un nouvel échec. Sauvons le Bénin, c'est autour de cette thématique que Komi Koutié, ancien ministre des Finances, a échangé avec la diaspora béninoise nord-américaine ce 20 octobre. Il dénonce un recul de la démocratie depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Et puis la liste des 15 équipes qualifiées pour le CAN 2020 au Cameroun est désormais connue. Les Diables Rouges du Congo seront au rendez-vous grâce à leur victoire 1-0 face à la Guinée équatoriale. Mais avant de développer ces titres, les Soudanais veulent une rupture totale avec l'ancien régime d'Omar el-Béchir. Ils étaient des milliers à manifester dans plusieurs villes du pays ce lundi 21 octobre pour exiger la dissolution du NCP, l'ancien parti au pouvoir qualifié de menace pour la démocratie. Les manifestants réclament également que les responsables de cette formation soient jugés pour les crimes dont ils sont accusés et notamment pour la répression du 3 juin qui avait coûté la vie à près de 250 personnes. Et à quelques kilomètres de là, au Soudan du Sud, les scénarios se répètent et se ressemblent. Riek Machar menace de se retirer de l'accord de paix signé en 2018. Le principal chef rebelle sud-soudanais estime que la formation d'un gouvernement de transition avant celle d'une armée unifiée ferait naître des tensions dans le pays. Il propose de prolonger la période de pré-transition. Les détails avec Nathalie Moore. Pas de gouvernement sans formation de l'armée nationale en novembre 2019 au Soudan du Sud. C'est l'ultimatum lancé le 20 octobre 2019 par le chef rebelle Riek Machar en marge de pourparlers entre signataires de l'accord de paix. Riek Machar a ainsi levé l'éventualité d'une rupture du pacte de septembre 2018 avec notamment sa non-participation à la formation du futur gouvernement de transition. Dans le mouvement populaire de libération du Soudan en opposition, nous ne serons pas là parce que nous ne voulons pas mettre le pays en crise. Les questions critiques doivent être résolues. Les arrangements de sécurité doivent au moins avoir été mis en place. Sans quoi, le cessez-le-feu dont nous bénéficions depuis 1 an sera rompu. Du côté des autorités sud-soudanaises, on assure de l'avancée du processus de cantonnement des ex-combattants rebelles. Ainsi, 3000 membres d'une force de protection seraient prêts avant le 12 novembre 2019, dont 900 du SPLM-IO. De plus, la délimitation des États, jugée cruciale par les partis, attend encore d'obtenir un consensus. Il est urgent de trouver un compromis entre les différentes parties, à défaut de voir l'accord de paix prendre du plomb dans l'aile. Ce d'autant plus que Riek Machar a indiqué devant les envoyés de l'ONU que les partis n'avaient pas réussi à s'entendre sur les moyens d'intégrer ces éléments dans l'armée nationale, alors même que la question de l'intégration des groupes rebelles est un point clé dans l'accord de paix. Les autorités sud-soudanaises accusent un retard dans la mise en œuvre de l'accord de paix au motif de difficultés financières. Riek Machar, lui, propose une prolongation de la période de pré-transition pour régler les insuffisances qui demeurent. Komi Koutié peut-il contribuer à sauver le Bénin? C'est en tout cas dans cette perspective que l'ancien ministre des Finances en exil a présidé une rencontre d'échange avec la diaspora béninoise nord-américaine ce 20 octobre. Il était question d'échanger sur la situation économique et sociopolitique depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Les détails avec Corinne Kamdem et Gladys Mwamba. Komi Koutié, l'ex-ministre béninois de l'économie, a tenu ce 20 octobre une conférence réunissant la diaspora béninoise d'Amérique du Nord à Chicago, aux États-Unis, avec pour thème « Sauvons le Bénin ». Une conférence au cours de laquelle l'opposant béninois est revenu sur la situation socio-politique qui prévaut actuellement au Bénin depuis l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. Les fondamentaux qui caractérisaient notre démocratie sont aujourd'hui bafoués. Nous assistons carrément à une privatisation de l'État avec une répression maladive contre les opposants, à commencer en premier lieu par moi-même qui suis ici. Et ceci se passe par, bien évidemment, la création au sein de l'appareil judiciaire de mécanismes d'inquisition et à la faveur d'un prétexte de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, vous assistez à des arrestations de toutes les voix insoumises.
toutes les voix qui ne partagent pas le même point de vue que le gouvernement. En effet, le Bénin est enlisé dans une crise politique depuis les législatives d'avril 2019, qui ont été marquées par l'exclusion des partis de l'opposition. Depuis lors, le bras de fer s'est exacerbé entre pouvoir et opposition, une opposition qui a d'ailleurs boycotté le dialogue national convoqué par Patrice Talon. Nous avons vu que c'est quelqu'un qui est déterminé à relever les défis qui s'imposent actuellement au Bénin. Le Bénin est pour nous un exemple dans la sous-région ouest-africaine en démocratie. Et aujourd'hui, cette démocratie est en train d'être avilie. Et je pense que M. Kwame Kouché doit continuer la résistance, comme il a dit, pour la restauration de la démocratie. Pour rappel, Kwame Kouché est toujours dans le viseur de la justice béninoise qui avait émis un mandat d'arrêt international à son encontre en rapport à une affaire de détournement présumé de fonds publics. Une affaire dans laquelle il a d'ailleurs été relaxé par la justice espagnole qui a dénoncé une procédure irrégulière et un procès politique. En Guinée, les principaux initiateurs des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé sont désormais fixés sur leur sort. Ils ont été condamnés ce mardi à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme par un tribunal de Conakry. Abdourahmane Sano, coordonnateur du Front National pour la défense de la Constitution notamment, a été condamné à 1 an de prison ferme. 3 autres prévenus ont été relaxés. Les avocats de la défense et le procureur ont décidé de faire appel. Et dans ce contexte, les électeurs guinéens devront faire preuve d'encore plus de patience. Les élections législatives retardées depuis des mois ont à nouveau été reportées sine die. L'Organisation internationale de la francophonie estime que la date du 28 décembre proposée par le chef de la commission électorale n'est pas tenable. Il faut dire que 77 recommandations doivent encore être mises en œuvre pour obtenir un outil parfait pour conduire ces élections. Comment sortir du piège de la dette? C'est la question que se posent les autorités du Zimbabwe et pour cause, le pays est endetté à hauteur de 19 milliards de dollars. Renouer avec le Fonds monétaire international apparaît alors comme un début de réponse. Explication avec Ange Bijou-Nomagno. Le Zimbabwe doit remettre de l'ordre dans ses finances. Tiré par le poids de la dette, le pays a dû reprendre les négociations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'objectif est de parvenir à un plan de restructuration de la dette qui est estimé aujourd'hui à plus de 19 milliards de dollars et 7,5 milliards de dettes extérieures. Quand on analyse les remboursements qui ont été faits jusqu'ici, le Zimbabwe, c'est-à-dire à travers le remboursement des intérêts, a dû rembourser au moins la moitié de ces 19 milliards de dollars. Je pense qu'il est temps plutôt qu'on pense vraiment à accorder à ce pays l'initiative qu'on a accordée à beaucoup de pays africains, celle des pays pauvres très endettés, afin de lui permettre déjà d'avoir de la liquidité disponible pour relancer de vrais programmes économiques. Principalement financé par des emprunts intérieurs, le déficit budgétaire s'est établi à 12,5% du produit intérieur brut en 2017 et à 10,7% en 2018 contre 2,4% en 2015. En 2018, l'État a proposé de s'attaquer au déficit budgétaire insoutenable en mettant en place de solides mesures de consolidation budgétaire. À côté de la négociation pour une réduction de la dette, on doit véritablement accompagner le pays à se développer, pas seulement sur le plan infrastructurel, mais aussi à relever le niveau des capacités de ses ressources humaines afin qu'elles puissent mettre véritablement en contribution son potentiel agricole et même minier. La restructuration de la dette devra permettre au Zimbabwe de résoudre la question du manque de devises et donc de l'instabilité monétaire. Malgré les vents contraires, l'économie de ce pays d'Afrique australe devrait croître de 4,2% en 2019 et de 4,4% en 2020. Mondialisation et tradition font-ils bon ménage? Eh bien, pas forcément, si l'on en croit l'étude de l'enseignant-chercheur tchadien Nodito Labaye Kouladoumadi. Selon ce dernier, l'outil Internet notamment a un impact négatif sur les valeurs éducatives ancestrales. Voyez ce reportage de Mahama Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Neilé Claude Bessa.
Au Tchad, le feu du soir sous l'arbre à palabre est en train de s'éteindre. C'est le constat que fait Noji Tolabay Kouladamouji dans son ouvrage « La crise des valeurs éducatives et culturelles au Tchad ». Pour lui, avec l'avènement de l'Internet, les jeunes abandonnent de plus en plus les contes et les proverbes des vieillards qui se faisaient généralement autour du feu le soir au profit des réseaux sociaux et du cinéma. Dans le passé, c'est généralement autour du feu du soir que les parents éduquent les enfants, à travers les contes, à travers les proverbes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le feu n'est plus allumé parce que le soir, les enfants sont au cinéma, les enfants sont sur leur Internet, sur leur téléphone connecté à l'Internet. Donc, il se pose déjà la question de la crise des instants traditionnels chargés d'éduquer les enfants. L'enseignant-chercheur démontre dans son ouvrage que de nos jours, les sociétés tchadiennes sont confrontées à une crise de l'autorité parentale. La plupart des jeunes s'éduquent via Internet sur la base des civilisations occidentales et orientales sans attendre l'apport de l'éducation parentale qu'ils trouvent démodée. Si nous prenons la société tchadienne de manière générale, il y a d'abord conflit de génération, il y a donc perte des valeurs éducatives, culturelles. Autrement dit, on va vers une société qui risque de ne pas avoir une culture ou encore qui risque de ne pas avoir un bon système d'éducation à la fois scolaire et en même temps traditionnel ou encore familial. À travers cette publication scientifique, l'auteur met en garde les Africains contre la disparition rapide des valeurs ancestrales. Pour rappel, Noji Tolabay Kouladamouji est un enseignant-chercheur au département de philosophie à l'université de N'Djamena. Du sport à présent, les Diables Rouges du Congo qualifiés pour la phase finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun. Ils sont venus à bout du Zalong national ce dimanche à Brazzaville. L'unique but de la partie a été inscrit par Karof Bakwa à la 75e minute. Les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul, 2 buts partout lors du match aller à Malabo. Résumé de la rencontre dans ce reportage de Deva Panzo, notre correspondant à Brazzaville. Le Congo a décroché sa qualification au CHAN qui se tiendra au Cameroun en 2020 face à la Guinée équatoriale ce dimanche 20 octobre 2019 au stade Alphonse Massamba Déba. L'unique but de la partie a été inscrit de la tête par Karof Bakwa qui a repris un coup franc de son capitaine Bissiki. Plutôt jouer sur le mental des enfants parce que durant tous nos stages, nous leur disions que nous étions restés les seuls en piste. Donc il fallait à tout prix redonner un peu de confiance au public sportif congolais. C'est qu'on respecte mon programme de travail, c'est tout. Vous savez qu'on travaille sur une période difficile, on n'a pas les moyens. Donc là encore, il faut louer ces enfants, il faut les féliciter. Les Congolais ont eu la tâche moins difficile à domicile grâce au nul de 2-2 ramené de Malabo au match aller. La Guinée équatoriale a manqué l'occasion d'inscrire son nom pour la deuxième fois sur la liste des qualifiés à cette compétition qui oppose les joueurs évoluant dans les championnats nationaux des pays africains. Dans tout ça, ça joue le ballon, l'expérience, la maturité, le terrain, le camp adversaire. On a fait un peu les analyses, on a vu que c'était par rapport à un peu l'expérience, les dernières minutes, on ne doit pas prendre un but d'une balle arrêtée. Bon, on va toujours continuer à travailler. Le Congo va participer pour la 3e fois à cette compétition après les éditions de 2014 et 2018. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations aura lieu en 2020 au Cameroun et réunira 16 pays qualifiés. Notons que la dernière édition a été remportée par le Maroc en 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.